Salutations, ici Sage Barbe, bienvenue sur cette vidéo. Donc je viens vers vous pour une autre pérégrination de l'esprit, à savoir une petite réflexion. Donc une réflexion qui se base beaucoup, encore une fois, sur un témoignage, hein. De toute façon, on peut réellement parler que de ce qu'on connaît, que de ce qu'on a un minimum expérimenté. Et donc, encore une fois, je viens vers vous pour témoigner un petit peu de, de ce que j'observe, de ce que j'ai pu ressentir dans ma vie. Donc il faut savoir que de mon côté, j'ai quand même vécu des choses assez complexes, assez difficiles euh, dans cette vie. Euh, et encore une fois, si je viens témoigner auprès de vous, c'est pas du tout pour avoir votre pitié. Je vais très bien dans le moment présent, donc réjouissons-nous. Donc non, c'est vraiment plutôt pour témoigner un petit peu d'un retour, d'un retour. C'est-à-dire que aller expérimenter des choses très difficiles dans la vie, on est nombreux. Alors des choses très difficiles, en fait, c'est pas tant la forme qu'elles prennent, vous voyez. C'est-à-dire que je suis quasiment persuadé que parfois un enfant orphelin, par exemple, ou c'est peut-être un peu fort, mais pourquoi pas, un enfant orphelin peut avoir une très grande capacité de résilience, par exemple, et il peut en réalité, pourquoi pas, accéder au bonheur. Par exemple, il devient débrouillard, il fait le métier de ses rêves, finalement il arrive à se hisser, il arrive à rencontrer une personne extraordinaire avec qui il partage sa vie, il fonde une famille et en fait il accède au bonheur alors que si vous voulez, les cartes de départ qu'il avait dans la main étaient très difficiles. Euh, voilà, des parents qui meurent dans un incendie, des familles d'accueil hostiles, etc. Bon bref, voilà. Donc on imagine ça, donc quelqu'un qui a vécu, on va dire, qui avait des choses, des malus hein, dans sa vie au niveau humain, au niveau pragmatique, et qui malgré tout arrive à se hisser, arrive à trouver les ressources en lui-même, arrive à avoir des belles synchronicités avec la vie et arrive finalement à accéder au bonheur et à avoir une vie cohérente pour lui et à mourir d'une manière pertinente, entouré de sa famille et aimé. Voilà, on peut imaginer cette vie-là. Et puis on peut imaginer quelqu'un d'autre qui a eu des parents aimants, une vie assez cool, tout ça, et qui pourtant a un profond mal-être à l'intérieur et qui n'a pas tant de symptômes réels, on va dire matériels. C'est-à-dire que, je sais pas, quelqu'un qui a, je sais pas, une femme ou un mari, un amour assez, on va dire standard et que tout a l'air d'aller bien, mais il y a comme une épine à l'intérieur, quelque chose qui va pas, une souffrance qui peut être héritée, un trauma qui a été transmis au niveau génétique par la famille, je sais pas, un problème avec la guerre dans son passé. Pour les personnes qui sont sensibles aux vies antérieures, peut-être effectivement une blessure d'une vie antérieure qui n'arrive pas à être guérie. Et donc voilà, je vous dis juste ça pour vous dire que il faut encore se méfier du visible et de l'invisible, et que parfois les addictions, les démons, les souffrances, les crises, les traumas euh, peuvent être démultipliés par la sensibilité d'un individu. Et ce n'est pas tant la forme que cette crise, que cette souffrance, que cet événement traumatique va prendre, qui doit être sur laquelle on doit se crisper. C'est vraiment beaucoup plus sur... Voilà, encore une fois, c'est... Par exemple, si on parle des émotions et des sentiments, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, donc l'émotion, c'est ce qui va émerger dans l'instant. Par exemple, j'ai une émotion plus de dégoût ou de surprise, d'accord. Et le sentiment, c'est qu'est-ce que notre mental va en faire. Donc voilà la grosse nuance. Et un sentiment, on peut le nourrir, on peut le nourrir, on peut le nourrir, on peut le nourrir. Par exemple, l'émotion, je sais pas moi, c'est très triste, on assiste, par exemple, on a un animal de compagnie et on rentre chez soi et puis on retrouve notre animal mort. Donc l'émotion, ça va être de la surprise, de la tristesse qui va nous submerger, peut-être de la colère aussi, s'il y a une forme de culpabilité, parce que je sais pas, on estime que on lui a donné un truc à manger pour lui faire plaisir, en fait c'était un aliment qui était toxique pour cet animal, et donc il y a une hypothèse que nous-mêmes, nous soyons responsables de la mort de cet animal. Donc voilà, ça peut être un panel comme ça. Et le sentiment ensuite, c'est comment nous allons le cultiver. Donc voilà, si des années après, on a toujours cette même émotion, ce même sentiment qui émerge de nous, avec beaucoup de lourdeur et tout, ah, ce petit animal, je me sens encore coupable alors que ça fait des années, c'est certainement moi qui l'ai tué en lui donnant un bout de chocolat, j'aurais pas dû, nan, nan. Ça montre qu'il y a eu une absence de transformation.
Et la vie est mouvement, la vie est transformation. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Et donc, ou au contraire, par exemple, donc là on peut dire la perte d'un animal de compagnie ou d'un être proche, ça peut être transformation c'est très puissant hein, ce type de transformation. Mais par exemple, ça peut être la phrase qu'a dit un professeur et qui s'est engrammée à l'intérieur du mental et de la psyché d'un individu, et ça peut lui rester pendant des années, voire dans toute sa vie. Une phrase limitante, euh, tu es nul en maths, voilà, cette phrase-là, et ben, elle peut marquer des fois à vie aussi une personne. Alors encore une fois, c'est l'absence de transformation, mais vous voyez, entre perdre, je sais pas, sa grand-mère ou son chien quand on est enfant et recevoir la phrase tu es nul en maths, il y a quand même un gouffre, on est d'accord. On est d'accord que proportionnellement parlant, on peut se dire c'est bien plus dur de perdre un proche que de recevoir cette attaque d'un adulte qui va nous limiter, qui va nous dire qu'on est nul. Et pourtant, parfois des personnes s'en sortent mieux parce qu'elles ont réussi à transformer le deuil de leur personne proche, de leur animal de compagnie, etc. Et d'autres personnes vont rester bloquées, ça va déformer leur vie. Tu es nul en maths, donc la personne elle va devenir, elle va essayer de faire plein de maths, elle va devenir, et du coup on va lui dire ah bah oui bah t'es super fort en maths maintenant, donc tu vas faire un métier avec les maths. Ah bon, ah oui ça gagne bien, ah ok je vais faire ça. Et du coup résultat la personne par exemple elle va se retrouver très malheureuse dans ce métier des maths. C'est pas pour rien qu'elle n'avait pas forcément de prédisposition à la base en mathématiques, c'est parce que c'était quelqu'un qui était plus artistique, quelqu'un qui aurait pu se déployer dans une vision beaucoup plus sensible, subtile, philosophique, spirituelle, etc. Et à cause de cette phrase de ce professeur qui lui a dit t'es nul en maths, la personne a voulu comme montrer qu'elle n'était pas nulle en maths et du coup a crispé un grand pan de sa vie, voire des dizaines d'années, sur cette phrase-là. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est hyper important de ne pas rester bloqué sur la forme à travers ces petits exemples. J'espère vous avoir vraiment permis de dissiper toute confusion. Donc maintenant que j'ai posé un petit peu ces bases-là, je vais parler un peu de mon expérience. Donc je vais vous demander de ne pas juger mon expérience, parce que de la même manière que c'est important de ne pas envier quelqu'un quand il y a des choses positives, tout ça, c'est important non plus de ne pas juger la souffrance d'autrui, et de bien comprendre que on peut être là comme un repère, un accompagnant pour les personnes qu'on apprécie et qu'on peut soutenir, on peut dire qu'on est là, mais on sera toujours dans le cadre extérieur. C'est-à-dire que si on fusionne avec quelqu'un en lui prenant sa peine, on le prive d'une partie de lui-même, une partie de lui-même qu'il doit transformer, et personne d'autre ne peut transformer cette partie-là. Encore une fois, je ne sais pas, si on est un parent et notre enfant vit un grave trauma, ou notre adolescent vit un grave trauma, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est être un repère, être un soutien. Mais le voyage intérieur que ce trauma va procurer à cet individu, là en l'occurrence l'adolescent, on ne peut pas le faire à sa place. On ne peut pas le faire à sa place. On ne peut que être un accompagnant. Et un accompagnant, parfois, c'est aussi l'absence. C'est aussi faire en sorte que l'autre personne soit face à un miroir, soit face à elle-même. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc un petit peu mon expérience personnelle. Donc moi j'ai eu une enfance assez belle hein, pour les personnes qui connaissent un tout petit peu l'astrologie. Moi j'ai eu un fond du ciel en Lion, c'est-à-dire que en tant qu'enfant unique en plus, j'ai été quand même pas mal. J'ai eu beaucoup d'attention. Euh, mais malgré tout, voilà, il y a eu quand même des traumas assez rapides avec mon grand-père qui est décédé quand j'avais 8 ans, avec ce qui a généré beaucoup de non-dits aussi sur la cause de sa mort. Et puis aussi un, un petit frère aussi qui devait naître, et mes parents l'attendaient beaucoup, et du coup ça avait généré aussi une, une tension en moi, c'est-à-dire une envie d'avoir ce petit frère, voilà, qui n'a pas pu voir le jour. Et donc ça la même année, donc si vous voulez, l'année de mes 8 ans, c'est une année assez balèze, hein, pour encore une fois les personnes qui connaissent l'astrologie. Donc voilà, première évolution de Saturne, là direct ça commençait assez fort, avec effectivement
avec cette c'est et puis cette année-là aussi, mon père a commencé à développer, des symptômes, qui étaient en réalité les symptômes de la maladie de Charcot, donc la sclérose latérale amyotrophique et qui est en fait, une maladie dégénérative, très grave. Donc ou bien la personne a un miracle au début de la maladie et ça s'arrête et ça s'inverse, ou bien, bah, la personne en fait est vouée à mourir à cause de cette maladie. Et donc c'est une maladie qui a duré, assez longtemps, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, vers mes 8 ans, il y a eu les premiers symptômes. Donc pour mon père, c'était, la main froide. Donc vu qu'il était, artiste, peintre, sculpteur, il utilisait beaucoup, ses mains pour créer, hein, pour sculpter, pour peindre, tout ça. Et du coup, il était très fatigable et il sentait cette main froide aussi, puis, le pied froid. Donc en fait, c'est une maladie qui va, en l'occurrence, heu, prendre qu'une partie du corps, donc ou la gauche ou la droite, et la faire dégénérer en fait. Donc c'est comme si les muscles étaient tout le temps en train de bosser, ce qui utilise énormément d'énergie pour le corps, hein. Et puis en fait le message cérébral qui part vers les muscles est déformé progressivement avec le temps. Ce qui fait que bah, la personne maigrit beaucoup. Les 2 dernières années de la vie de mon père, du coup, il ne pouvait plus parler parce que la langue est un muscle, hein. Et puis, bah, il est devenu très maigre, un peu comme dans un camp de concentration. C'était assez difficile à vivre. Donc, il y a eu beaucoup de périodes vraiment assez hardcore, quoi, hein, pour un enfant, pour un adolescent. Donc, il est mort quand j'ai eu 15 ans. Et donc pour moi, la mort de mon père a été très différente que, par exemple, une mort brutale, hein, quelqu'un qui perd un de ses proches d'une manière brutale, vu que moi, c'était comme un peu un voyage à travers, pour mon père, c'était comme un voyage vers la mort. Vous voyez, c'était la vie, on pourrait dire que c'est un voyage vers la mort, mais on va dire pour mon père, c'était très difficile parce que il avait toute sa conscience. C'est pas quelque chose qui vient altérer, on va dire, psychologiquement l'individu. Bien entendu, il y a des séquelles, hein, mais c'est vraiment physique à ce moment-là. Et c'est le, on se fait comme un peu emmuré vivant dans son propre corps. C'est-à-dire, on peut de moins en moins bouger, on peut de moins en moins communiquer. Tout ça, c'est très difficile. Donc je vais faire l'impasse sur beaucoup de choses. Je ne vais pas donner plus de détails, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter. Vous pouvez imaginer à peu près avec 6-7 années de maladie, il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter de difficiles, hein, dans tout ça. Ce que je peux justement plus vous révéler, c'est l'importance de l'amour. C'est-à-dire que tout ce qui reste après toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, toutes ces angoisses, hein. Moi, j'avais de plus en plus de problèmes scolaires pour me concentrer, etc. Parce qu'il y avait un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de moi. C'est-à-dire que voilà, mon père à la maison, il pouvait tomber, il pouvait mourir à chaque seconde. Donc j'étais dans cette appréhension permanente. C'était pas très confortable, on va dire, quoi, hein. Et donc, ensuite, là, il y a une petite magie aussi, c'est-à-dire que ma mère et moi, justement, quand j'avais 15 ans, on a décidé de prendre juste un week-end de pause, parce que c'était très difficile à vivre. Mon père a fait certains séjours dans des hôpitaux spécialisés, et cetera. Il y a eu beaucoup aussi, la médecine allopathique qui a proposé, les docteurs des miracles, plein de trucs à mon père, plein de trucs miraculeux, et cetera, très chers. Enfin, vous pouvez imaginer un petit peu comment est-ce que le désespoir peut pousser aussi, bah, quelqu'un de malade à vouloir se raccrocher à une guérison avec des produits miracles, donc pas mal de choses comme ça. Donc la sclérose latérale amyotrophique, on ne peut pas réellement connaître sa cause réelle. Moi, je peux vous parler de la piste de l'intoxication au mercure, parce que mon père avait énormément de plombage au mercure dans sa bouche, hein. Donc voilà, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'en tant qu'artiste, et malheureusement dans les années 80-90, même un peu, enfin voilà, dans ces eaux-là, les peintures et les produits, les résines, tout ça était quand même très très toxique, encore plus que maintenant. Donc renseignez-vous bien là-dessus, hein. Vous pensez à Niki de Saint-Phal aussi, une artiste qui malheureusement a été intoxiquée aussi par les produits qu'elle utilisait lors de ses créations. Voilà, donc ça a pu être, moi, des petites informations que j'ai, ça, certainement une base avec cette intoxication au mercure, parce que durant son enfance, il a eu ces plombages qui l'ont intoxiqué durant des dizaines et des dizaines d'années. Il est mort à 47 ans. Et puis certainement aussi certains produits qu'il a pu utiliser, où il ne s'est pas toujours très bien protégé, etc. Quand il faisait par exemple des décors de théâtre avant de faire ses œuvres, quand il bossait pour le Théâtre National de Strasbourg, peut-être ce genre de choses. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que même là, il y a une grande magie, c'est-à-dire que mon père était vraiment un battant, du coup, il s'est vraiment énormément accroché à la vie. Et du coup, ce qui lui a permis de partir, c'est que on a dû, ma mère et moi, nous éloigner géographiquement de lui pour qu'il parte, en fait, hein.
Donc je viens de témoigner auprès de vous pour ça, parce qu'il y a quand même un peu une magie dans la manière dont il est parti. C'est-à-dire que enfin, ça faisait vraiment des années, les dernières années, c'était vraiment très très dur à vivre, et pour lui et pour nous. Très isolé de la famille aussi, enfin, c'était très compliqué, les personnes ne savaient pas comment se placer. Certains amis partaient aussi en disant que c'était trop dur de le voir comme ça et qu'ils préféraient se protéger, tout ça. Donc il y a eu vraiment un gros sentiment d'isolement, hein, avec vraiment quelques rares personnes sur les doigts d'une main qui venaient de temps en temps prendre des nouvelles, mais on va dire que ça a vraiment créé une grosse coupure. Et donc, en fait, il a fallu que ma mère et moi, on parte durant un séjour à Londres, vraiment d'un week-end, donc c'était censé être samedi, dimanche. Et je me souviens la dernière fois que j'ai eu au téléphone, donc mon père ne pouvait plus parler, il faisait que un peu des bruits pour répondre quand on était au téléphone, il faisait ah 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 ah. Et en fait, je me souviens, la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, j'étais avec mon ami londonien à ce moment-là. Et donc, je lui disais des choses toutes bêtes, que j'allais bien, que j'étais content de revoir mon ami, et que ça allait bien se passer, et que je l'aimais, et que voilà, que tout allait bien, quoi. Et en fait, en y repensant aux mots que j'avais employés, c'était vraiment mon inconscient qui disait à travers mes mots, c'est ok papa, quoi. Tu peux y aller maintenant, tu peux nous laisser, aie confiance en la vie, ça sert à rien de t'acharner, quoi. Et donc je me souviens de ça, donc c'était genre le soir à 21h, quoi. Et le lendemain matin, il y avait une ambiance hyper bizarre. Il y avait mon ami londonien qui, euh, qui lui avait eu l'information, mais c'est pas lui qui. Mais je sentais vraiment une atmosphère bizarre, quoi. Et du coup, on va voir ma mère et tout, et là, en fait, elle m'annonce que mon père est parti pendant la nuit. Et en fait, effectivement, bah, du coup, ça a créé une libération, parce qu'il y avait quand même cette souffrance physique qui était là depuis des années et qui écrasait tout, mais à la fois, du coup, aussi beaucoup l'absence, quoi. Donc c'était dur, et puis en plus, du coup, à ce moment-là, ben, ma mère était assez dévastée, et moi, à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas non plus trop d'espace pour moi-même, ma propre peine. Euh, et donc tout ça était assez complexe à vivre, hein. Et les années qui ont suivi, ça c'est vraiment, je suis vraiment entré le cœur, le noyau du deuil, on va dire. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup isolé, beaucoup seul, beaucoup au contact de l'environnement où j'avais vécu avec mon père, au contact de ses œuvres, de ses machines. Et donc c'est comme si je vivais un peu, bah, bien sûr, quand il y a un de nos proches qui meurt, en plus quand un parent meurt, bah, il y a vraiment comme une partie de nous qui meurt avec. Mais là, du coup, j'étais à la fois moi-même un peu comme un mort vivant, en quelque sorte, quoi. J'étais un peu vraiment comme et vivant et mort simultanément, avec beaucoup, beaucoup d'espace de solitude. Donc à ce moment-là, bah, la musique m'a beaucoup aidé, hein. La batterie, c'était comme un rempart, hein, envers de toute cette souffrance, de toute cette difficulté. J'entrais un peu en état de transe, je pensais plus à rien derrière ma batterie. Des fois même, je saignais des mains tellement je bourrinais avec mes baguettes. Mais ça me permettait vraiment d'être dans un espace où j'étais plus écrasé par cette souffrance, que ce soit quand mon père était malade durant les dernières années de sa vie, ou après, avec l'absence de mon père et euh, ce sentiment un peu d'inachevé, parce que c'est vrai qu'on dit que la place du père est d'autant plus importante à l'adolescence aussi. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de parler aussi. Là, les réseaux sociaux, à ce moment-là, c'était Caramel, MSN, etc. Et en fait, je racontais mes difficultés. Quand on me disait salut, ça va, bah moi en fait je racontais, bah écoute, j'ai vécu des choses dures et tout et tout. Et bon, les personnes la plupart du temps ne savaient pas quoi répondre. Désolé, toutes mes condoléances et tout. Mais juste ça en fait, c'était déjà un exutoire, etc. Et, euh, et donc voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est comme si en fait j'ai été plongé comme dans le deuil, quoi. Alors c'était très dur, hein. Vraiment beaucoup de choses difficiles, des fois des quiproquos, un peu côté borderline, un peu avec le suicide, hein. C'est ce qui peut arriver un peu quand on s'identifie à cette partie de nous qui est morte et qui doit renaître à nous-mêmes. Et si on fait l'erreur de s'identifier à cette part-là de nous, on pense qu'on doit mourir physiquement, hein. C'est vraiment toutes les personnes qui ont ce problème-là avec le suicide, c'est simplement qu'une partie de vous doit être transformée. C'est pas du tout que vous devez vous suicider physiquement. Ça, c'est vraiment un message assez important.
Voilà. Et donc ça a duré comme ça, on va dire, jusqu'à mes 19 ans. Il y a vraiment eu 4 années dures, quoi. 4 années lourdes, quoi. Vraiment, vraiment. Déjà, c'était lourd un peu avant, mais voilà. Et puis après, je me suis souvenu que je pouvais faire des blagues aussi. Il y a un moment donné de ma vie tellement dur que j'avais oublié que l'humour pouvait jaillir aussi de moi. Donc je me suis mis à faire des blagues et tout. Et voilà, il y a eu comme un peu une reconnexion au flux de la vie. Ça a été progressif. La nature m'a beaucoup aidé aussi à ce moment-là. Et bien entendu, je remercie chaque personne qui ont croisé mon chemin aussi et qui m'ont été d'une oreille attentive pour me permettre un petit peu de rester connecté aussi à l'humanité. Et puis finalement, après ces années vraiment de deuil très lourd, alors je pense que suivant les gens, bien sûr, les deuils ne se vivent pas de la même manière. Et puis, je pense qu'il y a le fait d'être connecté. Vous voyez, moi j'ai été vraiment connecté à tout ce qui pouvait me rappeler mon père tout le temps. Donc en fait, ça m'a comme saturé en fait du deuil. Et par chance, j'avais la force intérieure, j'avais les ressources pour pouvoir survivre à ça. Et donc c'est ce qui a comme porté à maturation assez rapidement ce deuil. Donc vraiment 3-4 ans, j'étais quand même allé assez loin dans ma libération de ma peine et de ma souffrance. Et puis les années qui ont suivi, ça m'a permis d'aller encore plus loin. Et surtout aussi par la compréhension. Donc si ça vous intéresse aussi d'aller plus loin, vous pouvez aller avec la psychogénéalogie, par exemple, qui peut être un outil très intéressant pour le cerveau gauche, le cerveau rationnel, pour comprendre un peu les engrenages, par exemple des héritages. Par exemple, savoir que du coup la maladie de mon père finalement l'a fait s'étouffer, d'accord, hein, parce que les poumons sont des muscles. Enfin, il y a des muscles qui permettent de contracter les poumons. Et finalement, ce sont ces muscles-là qui, à la fin, n'ont pas permis qu'il ne puisse plus respirer. Donc, il est mort étouffé. Mon grand-père, lui aussi, était mort par asphyxie. Et son père à lui, donc mon arrière-grand-père, était lui aussi mort asphyxié. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est les échos générationnels, vous voyez. Et moi, par exemple, la thématique de l'air est très importante dans ma vie. Voilà. Puis, moi, j'avais somatisé pendant la maladie de mon père aussi un polype nasal, donc qui m'empêchait de respirer par le nez. Hein, je ne pouvais plus que respirer par la bouche à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'apprendre à jouer de la batterie et me moucher en même temps. J'avais appris cette technique-là pour pouvoir... C'était n'importe quoi. Et sinon aussi, par exemple, mon père est mort quand j'ai eu 15 ans et le père de ma mère est mort quand elle a eu 15 ans. Donc vous voyez, c'est intéressant la psychogénéalogie parce que ça permet de pouvoir créer des analogies et comprendre qu'il y a un égrégore dynastique, il y a l'esprit d'une famille et que quand on est dans une famille, on est aussi confronté à des thématiques communes à cette famille. Voilà, je ne vais pas développer ça, mais renseignez-vous. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé pour aussi y mettre un petit peu du sens à tout ça, de pourquoi j'avais vécu ça. Et donc tout ça un petit peu pour vous illustrer mon témoignage de cette difficulté de ma vie. Et du coup, ça a été un gros pro à transformer. Et ce qui est vraiment super, c'est que ça m'a permis plein de compréhension déjà pour la société, pour le côté des apparences, le côté factice aussi. C'est-à-dire que mon côté un petit peu jovial, mon côté un petit peu social que je peux avoir assez facilement grâce à certains talents que j'ai en moi, dès que j'avais envie de pousser un petit peu sur des domaines plus sérieux ou parler de souffrance justement, je m'apercevais que très peu de personnes restaient à l'écoute. Euh, parce que très souvent les personnes ne vont pas voir en elles leurs propres blessures justement. Et donc du coup, exprimer ces blessures comme ça, se mettre un peu à nu, a tendance à réveiller les blessures des autres. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi je viens à vous aujourd'hui pour parler de ça et pour vous dire que c'est possible. C'est possible. Je connais aussi d'autres personnes qui ont vécu des choses très dures, hein, qui se sont fait battre, qui ont des parents toxicomanes, toutes les horreurs en fait. Hein. Tout ça existe malheureusement et même plus commun qu'on ne le pense. Mais je suis juste en train de vous transmettre que c'est possible en fait. C'est possible de faire le voyage vers nous-mêmes en fait. C'est possible comme vous voyez, un alambic d'alchimie. Notre corps, même physiquement parlant, hein, le tube digestif c'est un petit peu comme un alambic d'alchimie, hein, donc ça passe par là, ça va dans l'estomac, les intestins, tout ça. Là au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau psychologique et psychique,
nous sommes aussi des alambics en fait. Et le cheminement du deuil, c'est simplement voilà, un gros bout de charbon, une grosse eau nauséabonde, etc., très lourde, très chargée de plein d'impuretés, de plein de pollutions, de plein de choses très difficiles, de plein de choses qui nous sont des déchets pour nous. Et le but, c'est que cette substance, qui est l'expérience brute, puisse passer à travers nous et on puisse, avec le temps, avec beaucoup de patience, d'amour, de compassion, de compréhension, de foi, d'espoir, qu'on puisse transformer ces bouts de charbon en diamants, qu'on puisse transformer cette eau nauséabonde en une eau bénite, une eau pure, une eau limpide. Et tout ça, c'est ce grand alambic. Nous sommes tous des alambics en fait. Et on a soit la capacité de revomir, de relarguer cette eau nauséabonde sur les autres. On pourrait dire vomir ses démons sur les autres, justement quand il va y avoir quelque chose de difficile. Soit on a la capacité justement de faire tout un cheminement intérieur, transformation, et à ce moment-là, on sera bien plus paisible, serein en fait. Et on n'aura plus cette nécessité à se confronter à l'autre sous forme de miroir pour dire tiens, je vais te vomir dessus mon mal-être, comme ça peut-être que tu pourras me renvoyer ce mal-être pour voir où j'en suis un peu. Vous voyez un peu l'idée? Alors que non, en fait, méditez, allez voir en vous, vous pourrez voir où vous en êtes en fait. Et après, en discutant de manière bienveillante avec soit des personnes, donc si c'est le métier, hein, des oreilles attentives, etc., des thérapeutes, j'en sais rien, des psychologues, euh, des guides spirituels. Soit vous pouvez avoir cette oreille attentive là, soit encore plus, enfin du coup ça peut aider, hein, mais vraiment, vraiment, c'est la connaissance de soi, quoi. C'est aller voir en soi ces zones d'ombre, ces addictions, ces traumas, ce qui nous nourrit. Et dès qu'on va sentir qu'il y a une exagération, dès qu'on va voir qu'il y a un déséquilibre quelque part, c'est vraiment un indice. C'est à nous d'être en mode petit détective pour aller vraiment voir les sources de tout ça, les sources durant notre enfance, notre vie. Et c'est génial parce que du coup, j'ai l'impression que c'est là où est le véritable pouvoir. Je parlais de spiritualité dans une autre vidéo. La spiritualité, c'est beaucoup du pouvoir, mais pas n'importe quel pouvoir en fait. C'est le pouvoir de la connaissance de soi. C'est le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes de changer notre vie. C'est pas le pouvoir parce que on charme l'extérieur ou on fait du terrorisme sur l'extérieur. On dit ah, non, 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 non. Ça, c'est, si vous voulez, c'est du faux pouvoir. C'est de la domination. Euh, les- alors bien sûr, encore une fois, il y aurait la voix de la sagesse, c'est difficile d'exprimer tout ça en faisant des grandes généralités. Mais le véritable pouvoir, c'est pas celui sur lequel on va avoir sur autrui. Le véritable pouvoir, c'est le pouvoir de se sculpter nous-mêmes, de se modeler, de se transformer, d'être l'être qu'on aimerait être, vous voyez, avec les valeurs, avec nos convictions. Pouvoir être un peu le support, le porteur de ces valeurs et de ces convictions. Alors bien sûr, il s'agit de temporiser, de ne pas se mettre une pression de dingue non plus. Encore une fois, c'est une question d'équilibre et d'alchimie. Mais je pense qu'il y a vraiment, vraiment cette... on est tous invités encore plus par les temps qui courent à faire ce cheminement personnel. Euh, donc voilà, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'amour, de compassion, de force tranquille pour toutes les personnes qui traversent un deuil, que ce soit le deuil d'une relation, le deuil d'un de vos proches. Voilà, pour toutes les personnes qui sont en transformation intense, intensive, j'ai envie de vous dire, gardez la foi, gardez l'espoir parce que c'est possible de s'extirper de cet alambic avec cette petite bouteille d'huile essentielle, cet enseignement. Ne perdez pas espoir, tout arrive pour une raison, pour un sens. Euh, Essayez d'être ouvert le plus possible pour voir où la vie veut en venir. Ça vous évitera aussi qu'elle monte le volume trop fort, trop haut. Soyez à l'écoute et gardez à l'esprit qu'il y a une magie, il y a un génie derrière la vie. Alors parfois ça peut nous paraître un génie maléfique, hein, quand il y a plein d'expériences traumatiques qui s'enchaînent et qui se répondent, mais tout ça est là pour vous, pour éveiller votre génie à vous, le sens aussi de votre vie, pour que vous puissiez savoir quel est le sens de votre vie. Par exemple, alors sans prétention, hein, moi je suis encore relativement jeune avec mes 32 printemps, mais comprenez bien que, par exemple, ce que je peux déceler du sens de ma vie, ben, c'est justement cette capacité de transformation. Euh,
se connecter au-delà justement un peu du bien et du mal, se connecter à, qu'est-ce que peut être l'énergie de vie, et que l'énergie de vie elle-même danse avec l'énergie de mort pour créer cette troisième énergie de renaissance, etc. Ce pattern, cette symphonie dans laquelle on a tous notre place et on a tous notre mélodie qui vient s'ajouter à cette grande symphonie. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc beaucoup de force, que ce soit pour les temps passés, les personnes qui ont des deuils en cours et qui les transforment, les temps présents pour les personnes qui vivent, qui sont en train de vivre des moments très difficiles, et les temps futurs aussi. Parce que là, l'humanité tout entière est amenée à se transformer. Ça y est, là, ça va être vraiment du gros collectif pour pouvoir accoucher d'un autre monde, d'un autre paradigme. Et en fait, ce paradigme aura le visage euh, de l'humanité. D'où l'intérêt de guérir l'humanité en nous, d'où l'intérêt vraiment de faire ce cheminement qui nous est demandé. Chacun d'entre nous a un cheminement intérieur à faire. Et c'est que de par la qualité, l'honnêteté, l'authenticité de ce chemin intérieur que l'avenir dépend en fait. L'avenir des générations futures dépend de notre capacité à faire une introspection, dépend d'une capacité à nous connaître réellement qui nous sommes, et pas les fantasmes sociaux. Ah, moi j'aime bien tel produit de consommation, j'aime bien tel film, alors je suis ça. Ah, moi j'aime bien tel super-héros, donc je suis ça. Non. Ça, c'est juste une petite porte d'entrée. C'est juste une petite porte d'entrée de ce qui résonne en vous. Allez voir en vous véritablement la source dans votre histoire. Qui vous êtes vraiment. Alors, ça dépend, hein, je ne vais pas non plus vous enfermer dans une case, mais en tout cas, des pistes sur qui vous êtes, ça va être justement les synchronicités, le pattern. C'est-à-dire, ah tiens, je percevais mon père d'une telle manière. Mon super-héros préféré, c'est celui-ci. Moi, ce qui me met le plus en colère, les plus grandes injustices, pour moi, c'est ça. Et là, vous pouvez faire une triangulation. Soyez un peu un détective, en fait. Soyez le détective de qui vous êtes. Et chaque chose que vous aimez ou qui vous répulse est un indice, en fait, sur la voie. La voie. La voie qui vous est propre. Votre voie de transformation, votre voie de guérison, votre voie de réalisation, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Les obstacles font la voie. Les moments de réjouissance font la voie. Voilà. Tout ce qui vous touche profondément dans votre corps, hein, votre corps aussi est un indicateur très pertinent pour savoir qu'est-ce qui entre en résonance avec vous. Voilà, moi je sais pas, vous roulez en voiture et puis là d'un seul coup il y a un contrôle de gendarme, et même si vous n'avez rien à vous reprocher, vous vous sentez hyper mal, vous avez des sueurs, etc. Voilà. Là voilà, il y a un truc avec l'autorité à aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, vous avez un rapport bizarre au corps, allez voir qu'est-ce qui se passe. Vous avez fait de la boulimie, vous avez un rapport bizarre à l'alimentation, etc. Allez voir, tout ça sont des indices sur qui vous êtes. Et en fait, qui vous êtes, vous êtes cette vie qui est en mouvement et qui se cherche et qui se transforme et qui se trouve et qui s'épure. Uniquement si vous y mettez bien sûr de la conscience. Sinon vous allez redire, vous allez prendre plein de trucs qui ne vous appartiennent pas, vous identifier à ces choses-là, et ensuite vous allez vous faire écraser en fait. Vous allez vivre une vie qui n'est pas vous, parce que vous allez vous identifier à vos maladies, à vos souffrances, au lieu de vous identifier à l'enseignement qu'il y a derrière cette maladie et cette souffrance. Nous sommes là pour apprendre. La Terre, la vie, elle apprend d'elle-même, elle se transforme. Pourquoi il y a des nouvelles générations? Pourquoi tout est différent? Parce qu'on est là pour une quête. Une quête. On est dans une quête. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de voir un peu votre fiche personnage, je vous invite à vous renseigner sur le design humain. Le design humain, c'est très intéressant. C'est un peu notre fiche personnage de cet être humain. Voilà, donc si vous êtes un peu curieux, ma compagne et moi aussi, on propose des petites lectures de cartes du design humain. Mais en tout cas, voilà, on est dans une quête. Et cette quête, c'est important d'y mettre de la bonne volonté, de la bonne foi. Et surtout de pouvoir mettre notre énergie au bon endroit, notre conscience au bon endroit, notre mental au service de la vie, au service de cette quête. Donc voilà, donc belle exploration de la vie
que ça soit à travers des choses très difficiles, que ça soit à travers des choses très légères. La beauté, la laideur, voilà, tout ça c'est un tout. L'énergie originelle, la source originelle contient le tout. Et il ne tient qu'à nous d'apprendre au contact de toutes ces choses. Encore une fois, voilà, je peux finir avec un petit poème de William Blake qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup ce poème. Chaque matin, chaque nuit, certains naissent pour le délice exquis. Chaque nuit, chaque matin, certains naissent pour le chagrin. Chaque matin, chaque nuit, certains naissent pour le délice exquis, certains pour la nuit infinie. William Blake. Voilà. Et j'aime beaucoup ce poème parce qu'il nous parle vraiment d'au-delà de la fatalité, justement. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le petit exemple de quelqu'un qui naît orphelin mais qui réussit à s'approprier sa vie et à réaliser ses rêves, ou au contraire quelqu'un qui naît avec une cuillère d'argent dans la bouche mais qui est malheureux toute sa vie. Au-delà de ça, il y a vraiment cette capacité du libre arbitre, du potentiel créateur. Voilà. Donc oui, on est quelque part, et ce quelque part a une grande influence sur nous, très grande influence. Mais ce qui a encore plus d'influence, c'est comment est-ce qu'on permet au flux de la vie de circuler en nous. La plus grande influence est là. C'est ce qui crée des destinées peu communes. Hein. Je sais pas, ce qui me vient spontanément, c'est Bruce Willis qui était une femme de ménage. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Bruce Willis devient un grand acteur d'Hollywood? Ben, c'est ça. C'est ses rêves. C'est à un moment donné être au bon endroit au bon moment. C'est laisser le flux de la vie circuler en lui. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et du coup, cette simplicité est très difficile quand on reste crispé justement sur le mental. Donc voilà, en tout cas, plein de belles ondes, que ce soit pour le délice exquis ou pour la nuit infinie. Voilà, on a chacun cette capacité de résilience, de renaissance, de transcendance. Tous ces concepts qui sont très importants pour que l'humanité puisse mourir et renaître à elle-même pour un monde meilleur, pour un monde plus cohérent, qui permettra à la vie de se perpétuer sur Terre, parce que malheureusement, on fricote un peu trop avec les énergies de mort à l'heure actuelle. Alors c'est normal, c'est nécessaire, hein. À la fin d'un cycle, il faut bien ranger pas mal de choses dans la boîte pour permettre à une nouvelle énergie de voir le jour. Mais essayons de mettre de la conscience. De la conscience. Et comment mettre de la conscience? C'est faire sa part. Et faire sa part, c'est entamer et cheminer sur cette voie intérieure dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, merci encore de m'avoir écouté. J'espère que cette petite pérégrination de l'esprit vous a parlé. C'était Sage Barbe en direct de la Terre. Salut!